Vous êtes branchés, tout est connecté, merci. Donc bonsoir à tous, mesdames et messieurs les élus. Bonsoir, chères Oriolaises et chers Oriolais, les personnes qui sont là dans le public, la presse, et puis ceux qui nous suivent sur Facebook en direct. Je vais proposer Manon Di Maggio comme secrétaire de séance. Vous êtes pour? À l'unanimité. Et je vais donc demander à Madame Christelle Ben de venir me rejoindre suite au décès de notre ami Jean-Louis Millardot, conseiller municipal de la liste Oriol Ensemble. Nous accueillons ce soir Madame Christelle Ben, à qui je vais remettre l'écharpe de conseillère municipale. Je vous demande d'applaudir quand même. C'est le direct. Merci. De l'autre côté. De l'autre côté. Ah, de l'autre côté, pardon. Mais quoi on passe? Excusez-moi, c'est pour la Alors, je vais procéder à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux. Donc, Véronique Micheli, présente. Jean-Paul Alouche. Sandrine Raffaelli. Jean-Jacques Mollard, donné procuration à Jean-Paul Alouche. Cécile Esposito. Roger Socia. Présent. Céline Legendre. présente. Armand Mouly a donné procuration à David Garcia. Anne-Marie Rességuier. Denis Chara. Richard Cameau. Christine Henry. Régine Retor. Claude Pourchier. Denis Brunet. Marie-Dominique Belon, Nicole Monnier, Jérôme Vigne, François Cordeau, Sophie Pérez, Laurence Brûlé, David Garcia, Anne-Marie Vallée, Manon Di Maggio, Gabriel Pourchier a donné procuration à Claude Pourchier, Guy Barbarousse, Éric Hoff a donné procuration à Daniel Giraud, Laurence Almana, Michel Volpé, Jean-Pierre Azzori, Frédéric Blaya a donné pour l'instant procuration à Céline Legendre. Il est retardé dans les embouteillages, il va arriver. Et Christelle Ben, à qui j'ai remis l'écharpe. Donc la condition de quorum est atteinte. Je peux déclarer ouvert ce conseil municipal. Et je voudrais, en hommage à notre ami Jean-Louis Millardot, qui nous a quittés récemment, à qui j'ai pu rendre hommage lors de ses obsèques. Donc je ne répéterai pas tout ce que j'ai pu dire sur Jean-Louis, qui était une personne précieuse pour notre équipe, précieuse pour Oriol, et qui nous a quittés tragiquement et brutalement. Et j'aimerais que nous puissions faire une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Alors, le service des assemblées vous a communiqué le procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre 2024. Est-ce que vous avez des observations sur ce procès-verbal? Donc, je vais le soumettre à votre approbation. Qui est pour?
à l'unanimité. Avant de débuter cette séance, je vous informe que conformément à l'article L2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, un état annuel des indemnités perçues par les élus de la ville d'Auriol a été communiqué ce soir à chaque conseiller municipal. L'ordre du jour de ce conseil municipal comporte 20 points et nous voici réunis autour de ces 20 rapports, dont le débat d'orientation budgétaire, qui est un moment clé dans la vie de notre commune. Il nous permet de faire le bilan de l'action municipale et de tracer les perspectives pour l'avenir avant le vote du budget 2025, qui se produira au mois d'avril. Dès le début de notre mandat, nous avons fixé une feuille de route ambitieuse avec un engagement fort: investir pour l'avenir d'Auriol et de ses habitants, tout en garantissant une gestion financière exemplaire. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que 90% des projets qui sont prévus à ce stade sont réalisés et que nous atteindrons les 96% d'ici la fin du mandat. Ce seront plus de 20 millions d'euros qui auront été investis dans des projets structurants pour Auriol d'ici fin 2025, sans augmenter les impôts, sans avoir emprunté un seul euro et tout en remboursant plus de 4 millions d'euros de dettes. C'est un choix politique fort, une preuve de gestion rigoureuse et responsable qui permet à notre commune d'allier ambition et prudence budgétaire. En 2025, nous poursuivrons cette dynamique avec des réalisations concrètes pour améliorer le quotidien des Oriolais. Grâce à cette gestion saine et maîtrisée, nous pouvons engager la deuxième phase de l'aménagement du centre ancien, avec des travaux sur la voirie et les trottoirs, pour une circulation plus fluide et plus sûre, tout en valorisant notre patrimoine urbain. La poursuite de la réhabilitation de l'église, un chantier indispensable pour préserver ce lieu emblématique. Les travaux d'amélioration de la mairie, afin d'offrir aux administrés et aux agents municipaux des espaces plus fonctionnels, plus adaptés et surtout plus accessibles. La rénovation de la fontaine du musée Martin Duby et des études pour la restructuration du musée, avec notamment un accès au beffroi afin de valoriser notre histoire locale. L'aménagement des tribunes du stade et la construction des nouveaux vestiaires pour offrir de meilleures infrastructures à nos sportifs et puis aussi à nos supporters. Le renforcement de la vidéoprotection parce que la sécurité de nos administrés reste une priorité. L'aménagement des berges de l'Uvonne, essentiel pour améliorer notre cadre de vie et protéger notre environnement. L'aménagement du parking de l'espace de la Confluence et la création d'une voie verte pour favoriser l'accès aux équipements culturels et encourager la mobilité douce. Les études pour la création d'un parking relais à l'échangeur autoroutier A520, qui est un projet structurant pour améliorer l'accessibilité de notre commune. Le lancement des travaux du rond-point à Pont-de-Joux, projet que nous avons demandé à la métropole et qui accompagnera l'arrivée du Valtram afin de fluidifier et de sécuriser la circulation. La modernisation de l'éclairage public avec la poursuite du passage en LED, une action concrète pour réduire notre consommation énergétique et nos coûts de fonctionnement. Le lancement des études pour la renaturation des cours d'école, un projet essentiel pour lutter contre les îlots de chaleur et améliorer le bien-être de nos écoliers. Et enfin, la continuité de notre politique événementielle pour proposer ici même aux Oriolais des animations et des rendez-vous de qualité. Malgré la pression toujours plus forte sur les finances locales, nous avons fait le choix, cette année encore, de ne pas augmenter les impôts afin de préserver le pouvoir d'achat des habitants et de ne pas alourdir les charges des entreprises de notre territoire. Tout cela ne serait pas possible sans une gestion financière rigoureuse. En 2020, la capacité d'investissement de la commune était limitée à 42 000 €. En 2025, notre capacité d'autofinancement restera à des niveaux jamais atteints, fruit d'un travail sérieux et méthodique. Nous pouvons collectivement nous féliciter de cette gestion exemplaire des finances communales. Grâce à elle, et jusqu'à la fin du mandat, nous allons pouvoir investir plus de 5 millions d'euros en 2025 et en 2026 sans avoir recours à l'emprunt et sans hausse d'impôts. Peu de communes peuvent en dire autant.
Mais gérer une commune, c'est aussi veiller à sa mémoire, à son identité et à la transmission des valeurs qui la fondent. Nous avons à cœur de rendre hommage à celles et ceux qui ont marqué Auriol et qui, chacun à leur manière, ont contribué à son histoire. C'est pourquoi nous avons choisi de donner le nom de Jean-Jacques Pourchier à notre centre de formation. Un homme qui toute sa vie a œuvré pour la formation des sapeurs-pompiers, pour la sécurité et pour le service aux autres. Une dénomination qui illustre notre volonté de préserver nos racines et d'honorer ceux qui ont fait notre commune. L'aire de jeu du course prendra quant à elle le nom de Victoria, en hommage à la petite Victoria Caillol, petite oriolaise partie beaucoup trop tôt, mais dont l'énergie et la joie de vivre continueront de résonner à travers les rires des enfants qui joueront ici. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je laisse maintenant la parole à mon adjointe aux finances et au budget, qui va vous présenter en détail les éléments chiffrés de ce rapport d'orientation budgétaire. Madame Lejean. Bonsoir à tous. Il s'agit d'approuver le rapport sur les orientations budgétaires 2025 et suivantes pour alimenter notamment le budget 2025 qui sera voté le 31 mars prochain. Avant d'évoquer 2025, revenons sur 2024 avec des chiffres prévisionnels à ce stade et les tendances de ces dernières années qui éclairent sur la gestion mise en place pendant ce mandat. En 2024, la capacité d'autofinancement se maintient grâce à la poursuite notamment d'une très bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement. Donc, je vous propose de regarder l'écran et de voir ainsi. Donc cet écran, en fait, ce graphe présente l'évolution de l'épargne brute et de l'épargne nette depuis donc 2016 jusqu'à 2024 avec un estimé 2024. Donc l'épargne brute, ce sont les recettes moins les dépenses et les recettes sans les ventes, les produits des cessions des terrains. Et notamment en 2024, on verra par la suite, on avait un montant très élevé. Donc on a une épargne brute moins donc les remboursements d'emprunts qui donnent l'épargne nette qui est en très forte augmentation depuis 2021 et donc qui marque un changement très net de la gestion municipale de nos finances. Alors si on prend le graphe suivant qui est beaucoup plus synthétique, donc ce graphe, l'épargne nette en fait a été sur ces 4 ans, donc de 2021, donc plein mandat, jusqu'en 2024, donc de 5,6 millions. Et donc si on compare par rapport à la période précédente, c'était un montant négatif, donc de 600 000 € environ, donc de négatif, d'épargne nette négatif. Alors, comment s'expliquent ces résultats? Ces résultats, donc, sur ce graphe, qu'est-ce que l'on voit depuis 2018 donc jusqu'à 2024? Donc, les résultats de fonctionnement, qui sont les chiffres encadrés sur le dessus du graphe, et on voit effectivement une très forte augmentation donc, de ce résultat, qui est donc les dépenses, le montant en vert en bas, les recettes plutôt, moins les dépenses. Et cette fois, dans les recettes, nous avons les cessions. Donc en 2021, nous avions la vente de Pontjoux. Et sur 2024, nous avons les terrains des Éliantes, des tennis des Éliantes, pour 800 000. Donc ce que l'on voit, en fait, c'est une hausse significative donc, de ces résultats grâce à des dépenses qui sont restées stables. En 2024, elles sont très proches des niveaux d'il y a 7 ans. Donc si on voit, on est passé de 12,7 à 13, un peu plus de 13 millions.
malgré donc une très forte inflation sur ces années, notamment sur les 3 dernières années, de plus 13%. Donc on est vraiment resté dans une maîtrise des dépenses, avec d'un autre côté les recettes donc en nette augmentation, et notamment grâce à des recettes nouvelles qui ont été mises en place donc en 2021, donc sans compter les ventes des cessions. Alors les dépenses de fonctionnement, elles s'articulent essentiellement autour des dépenses de personnel et des charges à caractère général, et avec une meilleure organisation des services qui a permis une baisse très nette des effectifs et une gestion rigoureuse des charges à caractère général, les dépenses de fonctionnement ont été contenues. En 2024, ces efforts se sont poursuivis et les dépenses de fonctionnement ont été en baisse par rapport à nos prévisions budgétaires. Du côté des recettes, elles continuent leur progression avec une revalorisation des bases fiscales, mais sans que les taux de fiscalité aient été augmentés et de nouvelles recettes. À noter donc, dans ces recettes que les dotations globales de fonctionnement provenant de l'État sont restées stables, voire ont baissé. Donc c'est le graphe suivant. Donc on voit en 2019, on était à 1 644 000 et donc en 2024, on est à 1 628 000. Et donc malgré en fait l'augmentation de la population et l'inflation très forte donc sur les 3 dernières années, ces dotations donc, ont légèrement baissé si on reprend quand même sur une grande période. Donc ces résultats annuels cumulés ont permis de maintenir un niveau de dépenses d'équipement à la hauteur des besoins de la ville. Les résultats positifs ont permis de monter en puissance sur les investissements et de réaliser à nouveau pour plus de 3 millions d'euros en 2024 les dépenses d'équipement suivantes, donc principalement les travaux de réparation nécessaires sur des logements privés en péril devant la carence donc, des propriétaires, la poursuite de la rénovation des bâtiments publics, des équipements sportifs et de nos écoles, la finalisation des 5 cours de tennis aux Arceaux, la vidéoprotection, l'équipement des services techniques, cuisine centrale, police municipale, et la modernisation des outils du numérique, rénovation également de l'éclairage public en faveur des économies d'énergie et la réfection des voiries communales. Alors si nous passons aux orientations donc 2020, pour le budget 2025, alors comme nous l'avons fait depuis le début du mandat, nous contiendrons l'évolution de nos dépenses de fonctionnement dans un contexte qui restera inflationniste. Les dépenses de fonctionnement devraient être jugulées par rapport à celles de 2024, mais impactées par des mesures nationales au niveau des charges sociales ou des mesures locales sur la gestion des déchets. Ces mesures nous sont imposées, mais en aucun cas ne sont compensées. Les charges à caractère général sont les plus exposées à l'inflation, puisqu'elles comprennent les dépenses énergétiques, la maintenance, les achats de fournitures et les prestations de services. Elles devraient légèrement progresser de plus 6%. Les charges de personnel vont baisser légèrement de 3% par rapport au budget 2024, malgré les mesures nationales décidées en 2025, notamment l'augmentation des cotisations afférentes à la retraite des fonctionnaires, CNRACL, de 12 points sur 4 ans. Elles augmenteront ainsi de 140 000 euros supplémentaires chaque année, donc dès 2025 et jusqu'en 2028, ce qui pèsera très fortement sur la masse salariale dans les années à venir. Les charges de gestion courante, qui regroupent les subventions versées aux associations et désormais certains logiciels, s'inscriront dans une enveloppe stable. Les charges financières, intérêts de la dette, baissent de 20 000 euros et atteignent 216 000 euros à contre-courant du phénomène de la hausse des taux d'intérêt qui impactent de nombreuses collectivités.
En effet, notre encours a été sécurisé avec désormais quasiment que des emprunts à taux fixe. Nous poursuivrons également notre choix de proposer des événements de qualité aux Oriolais. La revalorisation automatique des bases fiscales, donc au niveau des recettes sur l'inflation, devrait atteindre 1,7% contre 5,8% en 2024. Elle devrait entraîner une hausse des produits fiscaux en 2025 sans hausse des taux locaux. En parallèle, les droits de mutation sont estimés de façon prudente avec une baisse de 8% compte tenu du contexte économique peu propice aux ventes immobilières, prix et taux d'intérêt élevés ou conditions d'accès au crédit durci. Malgré la pression toujours très forte qui pèse sur ces dépenses, la municipalité n'augmentera pas ses taux de fiscalité en 2025 pour ne pas alourdir la pression fiscale sur ses habitants et entreprises. Le résultat du budget 2025 en fonctionnement devrait s'établir en nette augmentation par rapport au budget 2024, sans emprunt nouveau, donc ni hausse des taux d'imposition. Concernant la dette, l'encours s'établit au 1er janvier 2025 à 10,1 millions d'euros. Il baisse constamment depuis 2020. Ainsi, la commune se désendette. Pour mémoire, donc au 1er janvier 2019, nous étions à 14,2 millions d'euros. Nous avons renégocié en 2021 4 emprunts, dont les 3 emprunts structurés, et nous avons constaté dès 2021 la baisse des annuités bancaires. Cette économie s'est poursuivie sur les 5 années suivantes, soit en cumulé depuis 2021 une économie de plus de 2 millions d'euros. Cette opportunité, qui combinée avec les résultats de fonctionnement très élevés, a eu déjà un effet de levier positif dès 2022, elle nous a permis d'investir très tôt et d'obtenir ainsi les subventions correspondantes et d'alimenter ainsi les investissements futurs. À nouveau, en 2025, la montée en puissance de notre plan d'investissement pluriannuel ambitieux pour la commune va se poursuivre. Comme l'a détaillé Madame le maire, les dépenses d'investissement intégreront la poursuite et la livraison de nos grands chantiers, comme les travaux de l'église, ceux du centre ancien, ainsi que les dépenses relatives à l'entretien du patrimoine municipal, la remise aux normes de la voirie et d'autres projets qui ont émergé. Nous allons également travailler sur l'amélioration des berges de l'Uvonne et sa renaturation, en partie en partenariat avec l'EPAGE UCA. Ces dépenses sont programmées à hauteur de 6 millions d'euros. Tout cela ne peut pas se faire sans financement. Celui-ci sera assuré par les résultats financiers cumulés positifs et les subventions des partenaires. En 2020, la capacité d'investissement de la commune était à peine de 42 000 euros sur l'année. Donc si on prend sur le graphe qui s'affiche, donc ce graphe en fait il figure, c'est vraiment la montée en puissance donc, des investissements qui se poursuit avec un montant donc élevé depuis dès 2021 en fait. Donc en 5 ans, grâce à la bonne gestion et malgré l'inflation, grâce également aux partenaires, nous aurons investi sur la commune 19 millions d'euros en nous étant désendettés de 4 millions d'euros et sans augmenter les taux de fiscalité. Concernant le budget annexe des pompes funèbres, à la clôture de l'exercice 2024, le budget annexe des pompes funèbres fait apparaître un résultat d'exploitation de 21 000 euros. La régie municipale des pompes funèbres a remboursé à la mairie la somme de 64 000 euros correspondant principalement à 71 convois à 850 euros par convoi, en baisse de 19%, donc le nombre de convois, par rapport à 2023, dû à l'application de la réglementation relative aux régies qui exige une intervention communale uniquement.
En 2025, les priorités seront notamment de lancer les études de réaménagement simplifié et les travaux des salons funéraires pour améliorer l'accueil des défunts et des familles. Pour les activités des pompes funèbres et cimetières, les ventes des premières tombes reprises, débutées fin 2024, se poursuivront en 2025, ainsi que le réaménagement indispensable des terres communes et l'assemblage d'un columbarium de 18 cases. Ainsi, je vous propose de prendre acte pour le budget principal et le budget annexe des pompes funèbres de la ville, de la communication du rapport pour le débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2025, de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2025. Merci Madame Legendre pour cet exposé très très clair et pour tout ce travail qui a été effectué pour pouvoir présenter ce débat d'orientation, ce document ce soir. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Barbarousse, on vous écoute. Alors, nous n'allons pas ici débattre des chiffres annoncés pour 24 et 25, puisque nous n'avons à ce jour que des chiffres globaux, ne permettant pas une analyse financière pertinente. Bon, je vais revenir sur les recettes et les dépenses de fonctionnement malgré tout, de façon globale. Au niveau des recettes de fonctionnement, nous constatons que les contributions directes continuent d'augmenter fortement encore en 2024 et qu'elles sont passées de 7 748 à 2020 à 9 686 000 en 2024, soit une évolution de 1 938 000 en 4 ans, plus 25%. Et si on regarde un cumul, l'impact total est de 4 798 000. Cela résulte d'une part, effectivement, d'une forte valorisation des bases locatives sur la période, plus 15,8%. Dans une période similaire, le mandat précédent, c'était de 4,8%. Vous voyez la différence. Et d'autre part, de la progression dynamique de la population oriolaise, plus 10%. À titre de comparaison, en 2023, dernier chiffre connu donc sur l'impôt gouffre, le ratio de structure des impôts locaux était de 67,25 pour Auriol, contre 45,04 pour la moyenne de la strate. Et il était à l'époque de 53,67 et 43,67 en 2021, soit un écart de plus 13% en un an. La comparaison des taux sera encore plus significative lorsque les chiffres de 2024 seront connus. L'évolution spectaculaire de ce poste explique mieux le niveau de résultat net de fonctionnement de 2021 à 2024, mais souligne aussi l'effort important demandé aux contribuables oriolais. Au niveau des dépenses de fonctionnement, vous citez de nombreuses fois les économies de gestion que vous réalisez pour pouvoir autofinancer votre programme d'investissement. Mais nous avons remarqué que vos efforts ont porté essentiellement sur la réduction de l'effectif communal. Votre tableau d'effectifs du personnel au 31/12/2024 s'établit à 168 agents, contre 222 au 31/12/2019, soit 54 fonctionnaires de moins. Cette réduction porte essentiellement sur le secteur technique et le secteur médico-social. Il est vrai que c'est en partie la résultante de l'externalisation du personnel de ménage, du personnel employé durant l'intercantine dans les 4 groupes scolaires et tout récemment de notre crèche collective des Pichonnets. Et pour quel résultat financier concret? La masse salariale sera de 8 226 000 en 2024, contre 7 746 000 en 2019, soit une hausse de 480 000, c'est-à-dire 6,2%, alors que sur cette période, le nombre d'agents a baissé de 25%. Le ratio de charge du personnel pour la commune était de 58,39% en 2021, contre 60,22% pour la moyenne de la strate. Il est passé donc en 2023 à 62,73 contre 58,80 pour la moyenne de la strate. Il est passé au-dessus. Vu le nombre de départs constatés, cela implique nécessairement que des remplacements ou des créations de postes ont été actés en catégorie supérieure. Il est clair aussi que certaines technicités ont disparu au sein de la commune, en particulier au sein du service technique, qui doit faire appel à des entreprises privées pour l'entretien des bâtiments communaux de Lavoris, qui peut nuire à la qualité du travail et à son efficacité. Ainsi, les charges à caractère général, il y a moins de personnes, donc on fait plus de travaux externes, se situeront à 3 734 000 en 2024 contre 2 486 000 en 2019,
soit une hausse de 1 248 000, plus 52% sur la période. Le ratio de ces charges est déjà en 2023 de 27,74% contre 25,89% pour la moyenne de la strate, ce qui va certainement s'aggraver sur 2024. Certes, ces chiffres prennent en compte le coût de l'inflation des années 22-24, soit plus 400 000 pour l'électricité et le chauffage. En contrepartie, malgré tout, 140 000 de recettes supplémentaires reversées à la commune au titre de la taxe d'électricité, mais n'explique qu'une partie de cette hausse. Si on fait une simulation de la masse salariale en partant de 2019, en appliquant une baisse effective de 25% effective et en estimant à 3% annuel l'évolution du GVT du point d'indice, qui est au-dessus déjà de la moyenne, on obtient une masse salariale estimée de 6 796 000 en 2024, soit un différentiel de 1 430 000 par rapport à celle de 2024, qui est de 8 226 000. Cela aurait permis d'absorber totalement la hausse des charges en caractère général de 1 248 000, puisque là on a 1 430 000 de moins en théorie, et de pérenniser le montant d'épargne brute et nette dégagé en 2021. Au contraire, ce que vous n'avez pas forcément dit, le montant de l'épargne brute et nette n'a cessé de se dégrader au fil de vos dérives budgétaires en dépenses de personnel. Vous pouvez repasser le tableau, on le verra bien. Cela a été en grande partie masqué par la hausse continue du produit de la fiscalité locale, dopé en partie par la finalisation des nombreux projets immobiliers initiés lors de la mandature précédente. Il est à craindre que dès 2026, la dynamique de hausse des recettes fiscales s'amenuise et érode durablement l'épargne nette de la commune. Nous sommes loin de partager votre taux de satisfaction sur votre gestion financière de la commune. Et pour rappel, puisqu'il y a des chiffres qui m'irritent beaucoup quand je les entends, ça c'est pas dans mon commentaire, je le rajoute. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'on avait baissé la dette de 4 millions. Alors je ne sais pas si vous pouvez reprendre les chiffres, mais moi je les ai sous les yeux. Donc au 31/12/2014, on était au 31/12 à 16 632 000. Et on est passé donc au 31 décembre 2019 à 13 219 000. On a baissé, on n'a pas attendu 2020 pour baisser, on a déjà commencé à baisser en 2014. Donc ça fait un différentiel de 3,4 millions. Si on prend vos chiffres, on était à 13 219 000 au 31/12/2019. En 31/12/2024, comme annoncé, 10 183 000. 13 219 000, 10 183 000. 3,2 millions de moins que dans la mandature précédente. Et moins loin des 4 millions que vous annoncez. Effectivement, vous avez remboursé 4 millions, mais vous avez emprunté 1,2 million. Ce fameux 1,2 million que vous ne voulez jamais avouer en 2021. Voilà, donc rien que sur ce chiffre-là, j'ai déjà déclaré. Voilà, j'arrête mon commentaire là parce que. Madame Lejean, vous voulez bien répondre? S'il vous plaît. Madame Giroux? Oui. Bonjour à tous. Moi, j'ai des questions concernant les orientations 2025 et 2026, donc on aurait besoin d'avoir un peu du détail et des précisions. Donc vous mentionnez sur une page concernant l'urbanisme, vous avez prévu de faire des travaux de modification du PLUI, du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Donc on voudrait savoir en quoi consistent ces travaux, ce que vous envisagez, ou quelle zone est concernée par ces travaux de modification de PLUI. Ensuite, une autre question concernant, vous avez mentionné aussi, donc vous en avez un peu parlé dans votre introduction, vous avez mentionné créer des voies douces et vertes, donc on voudrait avoir un peu plus de détails et de précisions sur les zones concernées. Troisièmement, vous avez écrit aussi créer des actions pour les animaux, donc voilà, on voudrait avoir du détail et des actions concrètes, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Et ensuite, donc, vous avez mentionné aussi que vous faisiez une cérémonie des nouveaux arrivants, donc on aimerait bien connaître la date de cette cérémonie pour y participer. Donc je crois que je ne vais pas ajouter de chiffres qui, je pense,
entraîne plus de confusion, je pense, pour Bien sûr. tout le monde. Je pense que le résultat, si vous posez les questions, quel résultat? Le résultat, c'est 19 millions d'euros. On a dit, en se désendettant de 4 millions C'est faux. et Mais prenez sans vos chiffres. emprunt. Prenez vos chiffres, je les cite. Ah, parce que le solde, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le solde, on a réduit l'endettement Oui. de 4 millions. On a remboursé C'est faux. chaque année, on a C'est remboursé. faux. Je suis désolé, c'est faux. Non, mais monsieur Barbarousse, Non, mais vous voulez bien vous laisser... discutez de chiffres, sortez les chiffres. allez-y. Ben, les chiffres, on les a. On les est a. arrivé, il y avait 14 millions de dettes et aujourd'hui, il y en a moins de 10, donc ça fait 4 millions. C'est juste une opération, c'est une soustraction et ça relève du niveau de l'école primaire. 14 millions, 14 millions. Bon, je pense que pour la clarté des débats et de ceux qui nous regardent, ça serait bien que vous laissiez, ça serait bien de laisser notre adjointe aux finances vous répondre. Alors par contre, je vais revenir sur un chiffre que vous avez donné qui est faux. Donc la revalorisation des bases n'est pas de 16%, enfin de 15,6%, elle est autour de 10%. Je les ai sous les yeux. Et donc, Mon Dieu, je parle de la revalorisation des bases. Je l'ai sous les yeux. Alors, ensuite, vous avez des montants, des logements en plus. Et ça donne, quand on parle de la revalorisation des bases, c'est pour compenser l'inflation et c'est l'État qui demande. Ensuite, il y a des logements nouveaux, donc il y a une augmentation des bases. Non, mais attendez, 2 secondes. On va pas... Non, mais je veux bien. Non, je continue. Madame Legendre, vous n'avez pas la parole, monsieur Barbarousse. Vous la reprendrez tout à l'heure quand je vous la donnerai. Mais Madame Legendre a la parole. Je vous écoute. Et l'inflation sur les 3 années est de 13%. Donc on a eu une inflation supérieure par rapport à la revalorisation des bases. Et on a eu en plus aucune dépense, comme on l'a montré tout à l'heure, les dépenses, notamment les augmentations d'indices ou ce qu'on voit là aujourd'hui, l'augmentation sur les charges de retraite, elles ne seront pas compensées, en tout cas à aujourd'hui. Et donc on a eu ces augmentations et les dotations de l'État également qui ont baissé. Et malgré tout, on a eu un résultat qui a fortement augmenté. Et on l'a vu tout à l'heure avec des dépenses qui sont restées stables malgré l'inflation. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on a réussi à obtenir les résultats qu'on a obtenus et également des recettes nouvelles et les remboursements de l'emprunt, la renégociation, et sans hausse de charges financières avec une baisse des charges financières, ce qui, si on avait gardé en fait les emprunts tels qu'ils étaient présentés, on aurait une forte augmentation aujourd'hui de ces charges financières. Donc ça a été une gestion à la fois sur le niveau des dépenses, une gestion rigoureuse, et puis la capacité à aller chercher des recettes nouvelles et aussi des recettes pour les subventions, donc auprès des partenaires. Et le résultat, c'est voilà, 19 millions d'euros d'investissement dans la commune, donc pour le bénéfice des Oriolais. Monsieur Barbarousse, vous voulez peut-être compléter par rapport à votre intervention? Si vous voulez vous préparer pour la prochaine fois, parce que vous parlez toujours de ces emprunts que vous allez renégocier, moi j'ai fait un calcul précis, on n'a rien gagné. Vous avez étalé dans notre... Sortez les chiffres. On les a sortis à plus. Ah oui, mais je ne les ai jamais vus. C'est bizarre. Moi je vous sors les miens si vous voulez. Sortez des votes et puis on peut pas. Mais non, mais c'est facile de parler d'un air. Moi je ne parle pas d'un air, j'ai un tableau, j'ai fait des calculés. Vous n'avez rien gagné. On a gagné. un tableau de comparaison qui a été présenté et qui sur montre une période à la courte. fois... Sur une période courte, je suis d'accord, mais prenez toute la période. Aujourd'hui, qui a été on étalée. rembourse 700 000 euros. Si on avait gardé l'évolution, on aurait été à 1,2 million. C'est juste. Mais par contre, c'est vous remboursez plus longtemps. Donc au final, ce n'est pas forcément le même résultat. Là, vous faites sur une période courte. Bon. Oui, Vous avez terminé votre intervention, monsieur Barbarousse. Alors, voilà, je ne suis pas au convaincre de toute façon. alors, moi, je ne suis pas une financière. Par contre, j'ai un état des lieux précis de ce que nous devons à la banque aujourd'hui, aux banques, puisqu'il y avait plusieurs emprunts. Aujourd'hui, nous devons aux banques un peu moins de 10 millions d'euros. C'est l'État.
on doit moins de 10 millions d'euros aux banques. Ça parle aux Oriolais, hein. Tout le monde a fait des emprunts une fois dans sa vie, pour acheter une voiture, une maison, voilà. Aujourd'hui, nous devons 10 millions d'euros à la banque. En 2020, nous devions 14 millions d'euros. C'est là où je dis, c'est simple. C'est tout à fait simple. C'est-à-dire qu'en 4 ans, on a remboursé 4 millions d'euros. Voilà. On devait 14 millions, on doit 10 millions, on a remboursé 4 millions d'euros. C'est tout à fait simple. Lorsque nous sommes arrivés en 2020, notre capacité de désendettement, donc qui était notre héritage, était de 37 ans. Ce qui plaçait notre commune dans une commune à risque. Tous les indicateurs étaient au rouge. Le préfet nous a reçus en 2020 pour nous dire l'état des finances de la commune est catastrophique. Et on avait aussi des rapports de la métropole, puisqu'on était classé tout en bas des communes les plus mal gérées de la métropole. Enfin, tout était dans le rouge. Donc nous avons renégocié ces emprunts qui étaient des emprunts toxiques, je le répète, qui étaient extrêmement dangereux. L'État en a parlé, la presse en a parlé, bon, vous ne me dites pas non, enfin, je veux dire, il n'y a que vous qui dites non, tout le monde le sait. Donc nous avons renégocié ces emprunts toxiques à 1%, qui aujourd'hui est un taux qui fait rêver, et nous avons effectivement aujourd'hui des annuités de la dette qui sont moins importantes que ce que nous avions quand nous sommes arrivés. Pour cela, nous avons aussi été aidés par l'État. Je crois que nous avons reçu près d'1 million d'euros d'aide de l'État parce qu'on n'était pas les seules communes de France à avoir des emprunts toxiques. Ah ben oui, bien sûr, mais on n'était pas les seuls. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut nier le fait que nous avions des emprunts toxiques. Donc nous avons renégocié ces emprunts toxiques, parce que vous avez parlé que vous deviez les renégocier, mais vous ne les avez jamais renégociés, c'est vous qui les aviez contractés. Donc nous avons renégocié ces emprunts toxiques, et aujourd'hui nous avons une annuité de la dette qui est tout à fait... je ne veux pas dire raisonnable, parce qu'on se passerait d'avoir un héritage de 10 millions d'euros. Quand je vois mes collègues maires avec qui je déjeune régulièrement et qui me disent nous on n'a pas de dette, nous on a 1 million de dettes pour des communes qui sont à peu près identiques à mon nombre de population, voire même plus important. Donc bon, nous on a quand même cet héritage sur le dos, mais bon, on fait fi de tout ça et on avance. En 2020, quand nous sommes arrivés, nous avions une capacité d'autofinancement qui était de 42 000 euros. C'est-à-dire que quand on avait dépensé tout ce que nous avions dépensé et qu'on regardait les recettes que nous avions 42 000 euros qui nous restaient, on va dire, pour faire des économies pour un ménage. C'est tout simple, c'est quand on a le salaire qui rentre, le salaire de tout le monde qui rentre et qu'on fait les dépenses pour la maison, la nourriture et tout ça, ce qui reste, c'est les économies. Les économies de la commune en 2020, c'était 42 000 euros. Aujourd'hui, chers élus et chers Oriolais, je peux vous annoncer, parce que c'est un chiffre qui m'a été donné cet après-midi et qui va être inscrit dans notre budget, notre capacité d'autofinancement atteint des taux, des sommes qui n'ont jamais été proposées dans cette commune. Nous allons atteindre plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros de capacité d'autofinancement. Ce sont des chiffres précis. Il n'y a pas des tableaux que vous avez de vos tableaux et nous on a nos tableaux. Ça ne marche pas. Ça, c'est des choses pour vous avez inventé tout ça. Les tableaux précis de la commune d'Oriol et qui vont passer au contrôle de légalité du préfet, qui vont passer à travers les mains de notre trésorier payeur, donc on n'invente rien, ce sera 1 million d'euros. Alors moi, je veux bien que vous ayez des tableaux, des jolis tableaux, je ne parlerai pas ni de l'augmentation des impôts dont vous avez parlé, il n'y a pas eu d'augmentation des taux communaux. Effectivement, la population d'Oriol a fortement augmenté. Mais là encore, ce n'est pas du tout de notre fait, c'est avec tous les programmes immobiliers que vous avez prévus lors de votre précédent mandat et qui ont été livrés là sur mon mandat, qui font que la population d'Oriol a augmenté. Évidemment, les recettes fiscales augmentent avec l'augmentation de la population, c'est logique. Ne parlons pas de la vente des gipières et du programme de la réserve. Je pense que ce soir, ce n'est pas la peine de parler de cet héritage non plus, pour lequel on a fait de nombreuses réunions et surtout que vous n'aviez absolument pas préparé. Vous avez augmenté en plus. Moi, ce que je voudrais vous dire, parce que je pense qu'on ne peut pas mentir aux Oriolais. On ne peut pas mentir aux Oriolais. À la fin de ce mandat, si on cumule
tous les investissements que nous avons prévu de faire, et la plupart des choses sont engagées, donc 2025-2026 c'est engagé, les travaux sont partis, enfin, on va solder en fait en 2025 et 2026 tout ce que nous avons engagé. On aura réalisé pour notre compte, notre propre compte, presque 20 millions d'euros. Et on aura aussi fait réaliser par la métropole et le département des choses indépendantes. On avoisine encore les 1 million d'euros. Je pense au parking Plumier, au parking Sama, enfin le parking du Clos, toutes les aides que nous avons reçues, les terrains Rosary, toutes ces aides que nous avons reçues, où on avoisine plutôt les 2 millions d'euros. Donc on va avoir à notre actif, à la fin de notre mandat, 22 millions d'euros d'investissement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, 22 millions d'euros d'investissement. Quand j'ai été élue ici même en 2020, si on m'avait dit tu feras dans le mandat 22 millions d'investissement, je ne l'aurais pas cru. Mais on s'est retroussé les manches, tous mes élus, parce que quand j'ai fait des réunions budgétaires et que je leur ai dit non, ça vous diminuez, ça vous vous en passez, tout le monde a joué le jeu, y compris les agents municipaux, qui, effectivement, nous avons diminué la masse salariale. Mais ils se sont aussi relevés les manches. On leur a dit, on ne peut pas remplacer les départs à la retraite parce qu'on n'a plus d'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des formations, ils ont accepté des missions complémentaires. On a aussi augmenté des primes, ce qui explique aussi que les salaires sont plus importants. Parce que le pouvoir d'achat, aujourd'hui, de nos agents municipaux est plus important. Et si vous discutez avec eux, quand vous distribuez vos chocolats pour Noël, vous verrez ce qu'ils vont vous dire. Ils vous diront que le pouvoir d'achat a augmenté, que le RICEP a été augmenté, a été regardé pour chaque agent. Nous avons été attentifs à la mesure de ce que nous pouvions faire, d'essayer de faire monter de grade les promotions, les avancements. Je me bats au niveau du CDG pour que quand nous avons un agent qui peut être promu, on le fasse promouvoir, non mais voilà, ça sera plus simple. Donc voilà, c'est un jeu, c'est aussi ce travail que nous avons fait avec nos agents municipaux, vraiment que je remercie pour leur investissement. Et aujourd'hui, effectivement, la masse salariale est importante. Mais pourquoi elle est importante? On s'est pris une augmentation du point d'indice, ce qui est très bien, on est très content, je suis moi-même fonctionnaire, on est très content, et ici il y a de nombreux fonctionnaires, on est content parce que ce point d'indice, il avait été gelé pendant des années. Mais par contre, l'État qui décide d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires et des agents des collectivités n'a jamais compensé cette augmentation. Donc ça a été pris sur le budget communal, comme le GVT, comme les augmentations des cotisations patronales, comme la participation à la prévoyance, comme la participation aux mutuelles. Tout ça, et je ne parle pas des augmentations de l'électricité ou de l'énergie d'une manière générale. Donc tout ça, il a fallu qu'on le compense. Et on l'a compensé comment? En faisant des économies, en ayant une meilleure gestion de l'ensemble des finances communales. Et permettez-moi de vous dire que oui, aujourd'hui, je suis très fière du bilan, et je crois que les élus le sont aussi. Nous sommes très fiers du bilan que nous présentons aux Oriolais, parce que 20 millions, plus de 20 millions d'investissements sur un mandat, sur une commune qui est extrêmement endettée, où la capacité de désendettement aujourd'hui de la commune elle est à 7 ans, 6,9 ans, ce qui ramène la commune dans la moyenne des communes de même strate, qui n'est du jamais vu à Auriol. Et bien aujourd'hui, effectivement, nous sommes très fiers de cette situation, parce que nous sommes revenus à une moyenne, on va dire, nationale, où on est beaucoup moins inquiet de nos finances communales, parce qu'il faut quand même continuer à surveiller, et les élus sont très vigilants sur les dépenses que nous faisons. Mais ces 22 millions pratiquement que nous aurons réalisés durant le mandat, ils se sont faits sans avoir recours à l'emprunt. C'est-à-dire que nous n'avons pas emprunté un seul euro et surtout nous n'avons pas touché aux taux communaux. Parce que de nombreuses communes, face à toutes les dépenses qu'elles ont, auxquelles elles doivent faire face, ont augmenté leurs taux communaux. Et ils ont eu les bases aussi qui ont augmenté, ils ont eu, comme nous, les mêmes choses, sauf que nous n'avons pas touché les taux communaux. Donc nous pouvons affirmer aujourd'hui que nous avons fait 22 millions d'investissements, que nous n'avons pas augmenté les impôts, et que nous avons désendetté la commune, la ramenant à une situation qui est une situation, on va dire, pratiquement normale,
de communes de même strate. Voilà. Et puis j'ai envie de terminer là-dessus, c'est que ce n'est pas moi qui ai eu la visite de la Chambre régionale des comptes, c'était vous en 2012 pour votre mauvaise gestion. Ce n'est pas moi qui ai reçu la visite de la Chambre régionale des comptes, c'est vous en 2017 pour votre mauvaise gestion. Et nous avons eu un courrier du préfet il y a 2 ans, nous félicitant et nous disant que nous étions sortis de l'état de veille dans lequel vous aviez posé, du réseau d'alerte, voilà, c'est le bon terme du courrier, nous disant que nous étions enfin sortis de ce réseau d'alerte et que nous pouvions aborder la suite du mandat avec un petit peu plus de sérénité. Voilà les chiffres que les Oriolais doivent connaître, ils ne sont pas compliqués. 20 millions d'euros d'investissement, ou 22 en comptant l'investissement qui a été fait par la métropole et qui n'est pas rentré dans les... mais que je suis quand même moi-même allée chercher. Et puis toute l'aide que nous avons reçue du département, et j'en profite pour remercier Martine Vassal et tous mes collègues élus du département et de la métropole, parce qu'Oriol est une commune qui est écoutée aussi bien au département et à la métropole, parce que vous savez que l'énergie que j'y mets pour être entendue, et que c'est grâce à cette métropole et au département que nous pouvons faire autant d'investissements sur cette commune. Voilà, je vous remercie. Donc nous allons passer... nous allons donc pour le budget principal et le budget annexe des pompes funèbres de la ville. Excusez-moi, madame. Je vais vous demander de prendre acte de la communication du rapport pour le débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2025 et de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2025. Excusez-moi, donc, madame Micheli, vous ne m'avez pas répondu à mes questions. Je vous ai posé Alors, comme vous m'avez question. posé comme question sur le PLUI, je vais vous répondre que nous avons une enquête publique qui va démarrer, sur laquelle Non, mais vous ça, allez on le pouvoir, sait, on le sait. c'est pas à l'ordre du jour du conseil municipal, donc vous irez à l'enquête Non, mais publique. ça, on le sait. Mais Numéro ça n'a un, rien à voir avec le débat d'orientation Mais budgétaire. non, je vous demande, orientations. c'est marqué dans les orientations budgétaires, je ne l'ai pas sorti de Oui, n'importe mais c'est ce que je vous dis. Il y Non, a mais une si enquête, c'est le mais c'est ma LLE. réponse. Il y a une enquête publique Ah, c'est qui... Mais oui, bien sûr, il y a une Ah, en enquête fait, rien publique. d'autre. Hein, comme C'est ma travaux. réponse. Je vous invite à aller voir l'enquête publique. Non, mais on y est allé. Ensuite, la cérémonie des nouveaux arrivants, elle n'est pas encore fixée, la date. Elle D'accord. sera en fin d'année, donc elle n'est pas fixée. Et ensuite, sur les actions, sur les voies douces Oui. et les mobilités, c'est la voie douce qui va être construite par la métropole, donc qui va partir de la dernière, là, de la fin de la voie qui existe au niveau du collège et Oui. qui va traverser, donc qui va rejoindre les Piles, Oui. donc par les villas Rosary, les anciennes villas Rosary, et la poursuite avec la réhabilitation de cette voie jusqu'au pont de la Malle. Voilà. Et pour Donc, les animaux, pas la réponse. Ça sera aussi présenté dans le budget, c'est en cours de travail. Un rapport d'orientation budgétaire, je ne dois pas vous détailler Non, mais l'ensemble bon, des c'est- actions qui vont être... Non, mais c'est il va y avoir une journée de l'animal. Nous sommes en Voilà, train non, de mais c'est un préparer. sujet de transparence, au contraire. Mais tout à fait, mais il y a c'est aucune... bien. Hein. Enfin, on peut Et détailler... vous ne pouvez pas répondre, non, c'est pas grave. mais je veux répondre, je vous ai dit simplement qu'il allait y avoir une journée Voilà, de l'animal. voilà. Voilà. C'est comme Donc C'est nous comme ça. prenons acte de la tenue de ce débat et je vais vous demander de voter pour l'adoption du rapport d'orientation budgétaire en 2025. Donc on adopte. Qui est pour? On ne prend pas acte. Non, on vote. Bah, Qui s'abstient? on est contre. 5 abstentions? On vote le rapport, hein, c'est-à-dire qu'on Oui, oui. on vote le fait qu'on a... On s'abstient. Donc 5 abstentions. Je vous remercie. Donc nous passons au rapport numéro 2, qui est la participation à l'engagement de la commune pour le programme ACT. Et je laisse la parole à Monsieur Socia. Merci Madame la maire, bonsoir tout le monde. Il s'agit d'approuver la convention de reversement avec la métropole dans le cadre du programme Chaîne 2 qui permet de capter des aides issues des fonds C2E. Cette aide est captée par la métropole en ligne avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et reversée aux communes qui ont candidaté.
Oriol a candidaté et notre commune a été retenue pour bénéficier d'une aide de la métropole sur une opération à venir, à savoir les audits énergétiques à conduire pour nos bâtiments, au nombre de 7, pour 32 800 € par l'UGAP, pour une aide de plus de 18 900 €. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention de reversement relative à la mise en œuvre du programme Acté Plus chaîne 2 entre la métropole Marseille-Provence et la commune d'Oriol. Il y a des interventions? Donc, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 3, c'est la création d'un emploi permanent au sein de la direction éducation, jeunesse et sport. Et je donne la parole à Monsieur Chara. Merci Madame le maire. Il s'agit de créer un emploi permanent d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps complet du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux afin d'assurer les fonctions d'agent d'entretien polyvalent au sein de la direction éducation, jeunesse et sport et association de la ville, relevant de la catégorie C, étant précisé que les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu. De se réserver la possibilité de recruter un agent contractuel, recruté à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite de 6 ans, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique. De fixer, en cas de recours à un agent contractuel, la rémunération inhérente au dit emploi d'agent technique territorial principal de 2e classe à temps complet, à savoir au premier échelon de grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, indice brut 368, indice majoré 367, augmenté de l'indemnité de résidence, du supplément familial et de l'IFSE, le cas échéant. Et enfin, laisser le soin à Madame le maire de pourvoir à cet emploi et de modifier par conséquent le tableau des effectifs communaux joints en annexe. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention. Donc, qui est pour? Qui est contre? 5 contre. Nous passons au rapport numéro 4. C'est la création d'un emploi permanent d'adjoint administratif territorial au sein du service festivités de la ville. Madame Vallée. Merci, bonsoir à tous. Il s'agit de créer un emploi permanent d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe, à temps complet, du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, afin d'assurer les missions d'agents en charge des festivités de la ville, relevant de la catégorie C, étant précisé que les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu. De se réserver la possibilité de recruter un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite de 6 ans, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique. De fixer, en cas de recours à un agent contractuel, la rémunération inhérente au dit emploi d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe à temps complet, à savoir au premier échelon du grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe, indice brut 368, indice majoré 367, augmenté de l'indemnité de résidence, du supplément familial et de l'IFSE le cas échéant. Et enfin, laisser le soin à Madame le maire de pourvoir à cet emploi et de modifier par conséquent le tableau des effectifs communaux joints en annexe. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, qui est pour? Qui est contre? 5 contre. Le rapport numéro 5 est la création d'un emploi non permanent pour besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Et je donne la parole à Manon Dimaggio. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit de créer 20 emplois non permanents de saisonniers pour les besoins des services municipaux pendant la période estivale du 7 juillet au 1er août 2025 à destination des jeunes. Les agents contractuels recrutés sur ces emplois non permanents de saisonniers assurant leur fonction à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine sur la base d'une rémunération d'adjoint technique. Les offres seront ouvertes dans les prochains jours sur notre site internet notamment. Ainsi, je vous propose de créer ces postes et d'autoriser Madame le maire à recruter ces agents contractuels et de signer leur contrat.
Merci, c'est la même chose que l'an dernier. Donc on renouvelle l'opération qui a très bien marché, qui a permis à une vingtaine de jeunes de pouvoir avoir un premier contact dans le monde du travail. C'était très positif. Donc un vote pour l'unanimité. Le rapport numéro 6 que je vais vous présenter, c'est une expérimentation de la semaine de 4 jours. Donc il s'agit d'autoriser cette mise en œuvre dès le 1er mars 2025 dans 3 services pilotes sur des cycles de travail de 35 heures, 36h30 et 37h30, tout en maintenant la continuité du service public conformément aux besoins des usagers. Alors, les services concernés seront la scolarité, la gestion des restaurants scolaires, le pôle juridique et les services à la population. Et l'objectif de cette expérimentation est d'évaluer les impacts sur la gestion des services, la satisfaction des usagers et les conditions de travail des agents. Aujourd'hui, nous souhaitons disposer d'une organisation encore plus souple du temps de travail qui va impliquer, dans le respect de la continuité du service public, que nous voulons évidemment de grande qualité, une adaptation au travail et aux nouvelles attentes des agents par rapport à leur activité professionnelle et à leurs besoins de pouvoir concilier leur vie professionnelle, familiale et personnelle, et particulièrement dans la perspective d'une durée de travail qui a été allongée par la réforme des retraites. Et donc, nous voulons faire évoluer pour ces agents volontaires et sous réserve, bien entendu, du bon fonctionnement du service, l'organisation de ce temps de travail, avec la semaine de 4 jours. Et je voulais quand même vous préciser que ça a été présenté en CST et validé à l'unanimité. Donc, voilà. À l'issue de cette période de test, nous allons établir un pré-bilan au terme des 6 mois de test. Et puis ensuite, ça sera suivi d'un bilan annuel. Et puis, nous prendrons une décision ou de l'étendre à d'autres services, ou alors d'arrêter cette expérimentation. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi j'ai quelques questions. Savoir comment cela a été déterminé pour ces 2 services, si tous les agents étaient d'accord, si ça a été où il y a des agents qui ne sont pas d'accord sur ce système, voilà, c'est tout simplement. Savoir si l'encadrant de ces services bénéficiera aussi de ce système, les 4 jours en 4 jours. Et puis c'est tout. C'est tout ce que je veux savoir. Alors, pour ce qui est du volontariat, ça a même démarré à leur demande. C'est-à-dire qu'on a, dans le cadre des rendez-vous que je peux avoir avec les agents, il y a cette demande de semaine de 4 jours qui m'a été faite. Et donc, on a accepté de regarder ce qu'on pouvait faire. Je ne sais pas si tous les services seront en capacité de passer à ce régime-là. En quel cas, on pourrait tout à fait fonctionner avec certains services sur ce mode-là, et puis d'autres services non. Et évidemment, la priorité, c'est que tout le monde soit volontaire. Voilà. Et surtout, soit volontaire, ça c'est la première priorité, mais qu'il y ait une continuité du service public. Il n'est pas question d'aller fermer un service parce que il y a un jour où on n'a plus personne, parce que tout le monde a pris cette semaine des 4 jours. Voilà. Donc, je dirais même que c'est la priorité, c'est la continuité de service, la qualité du service rendu à la population. Et si en plus ça arrange des personnes pour concilier avec leur vie privée, écoutez, on est open là-dessus. Voilà. Et de toute façon, c'est quelque chose qui est travaillé en CST avec les syndicats et aussi dans les services, dans chaque service avec les agents. Et l'encadrant aussi. Et l'encadrant, non, mais c'est une question de désir, oui aussi. Hein, d'ailleurs, les encadrants... C'est pas obligatoire. Dans ces services-là, les encadrants bénéficient de la semaine des 4 jours. D'accord. Voilà. Après, si le choix de l'encadrant, c'est de ne pas en bénéficier, je crois qu'on n'est pas à la métropole, ni au département. Dans nos services, il y a 3 personnes. Hein. Donc, on arrive vite à se mettre d'accord. Voilà. S'ils sont tous d'accord, on fait. S'ils ne sont pas d'accord, on ne fait pas. Voilà. Et là, les encadrants sont partie prenante. Je crois que dans le service de ils sont 2. Donc, 2 ou 3. Voilà. Et dans les 3, il y a l'encadrant. D'accord. Donc oui, pour l'instant, ça marche comme ça. Donc je le mets au vote. Qui est pour ? Donc à l'unanimité. Le rapport numéro 7, ce sont les indemnités de fonction qui sont allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués.
C'est un additif au tableau annexe nominatif, compte tenu de la désignation de Madame Christelle Ben, conseillère municipale, qui sera déléguée aux aménagements des espaces verts urbains et au cadre de vie. Donc il appartient au conseil municipal de déterminer de nouveau les taux des indemnités qui sont restés à l'identique par rapport au dernier vote. Donc c'est juste un remplacement de notre ami Jean-Louis Millard. Donc je vous propose de modifier le tableau annexe suite à la dénomination de Madame Ben. Il y a eu une augmentation quand même. Il y a une augmentation qui est appliquée par rapport, oui, enfin ça c'est voilà, sur les taux, tout à fait. Mais on le revote parce qu'il y a Madame Ben qui doit être rajoutée dans ce tableau en remplacement de Monsieur Millardo. Donc qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le rapport numéro 8, c'est l'élection des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Justement, suite au décès de Jean-Louis Millardo, il faut qu'on revote pour constituer ce conseil d'administration. Donc je vais... c'est Madame Lességuier qui va me présenter. Pardon. Merci Madame le maire. Bonjour. Il s'agit de procéder à l'élection de 6 représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la ville d'Oriol, CCAS, suite au décès de M. Jean-Louis Millardo. Cette élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. À cet effet, il a été demandé aux responsables respectifs de la majorité et de l'opposition municipale de déposer leur liste de candidats auprès de l'Assemblée délibérante de la mairie pour le vendredi 21 février à 12h ou plus tard. Ainsi, je vous propose de procéder à l'élection de ces 6 représentants. Très bien. On peut avoir l'urne. Ouais. Tu peux nous la mettre sur le centre de vote. Ne remettez pas, levez une caméra parce qu'on va passer par là pour pouvoir aller voter. Donc, pour la liste Oriol Ensemble, les candidats sont Rességui, Anne-Marie, Retor, Régine, Henri-Christine, Brunet, Denis, Ben, Christelle et Camou Richard. Et pour la liste Agir pour Oriol, les candidats sont Laurence Almana, Daniel Giraud, Guy Barbaroux, Michel Volpe et Éric Hoff. Vous avez un bulletin blanc qui vous a été donné aussi. Donc, je vais vous appeler dans l'ordre. Je vais vous appeler dans l'ordre des tables, ce sera plus simple. Donc, je ne vous appelle pas, vous y allez. Il me faudrait 3 assesseurs. Donc, Laurence et Anne-Marie, vous voulez bien aller voter et ensuite. Et un assesseur de l'opposition. Madame Almana, vous voulez bien y aller? Vous votez tous les 3 premiers et ensuite. Anne-Marie, mets-toi derrière l'urne, tu fais voter. Madame Chéron, et elle vote pour là. Ah, pardon. Madame Almana, vous avez signé? Ah, alors il faut signer pour les procurations aussi. Tout se fait.
sortez le plus contenable dans l'enveloppe. Moi, je ressors, nous, faire la frontière. Nous avons bien 33 votes, donc vous pouvez dépouiller. Alors, liste AG pour Oriol. Oriol ensemble. Oriol ensemble. Agir pour Oriol. Agir pour Oriol. Oriol ensemble. 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 Agir pour Oriol. Oriol ensemble. 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 Agir pour Oriol. Oriol ensemble. Oriol ensemble. Oriol ensemble. Et Oriol ensemble. Donc, vous pouvez me porter le procès verbal. Allez, signez-le.
Nombre de votants 33, nombre de suffrages exprimés 33. Liste présentée par Auriol Ensemble a obtenu 28 voix et la liste présentée par Agir pour Auriol a obtenu 5 voix. Donc, sont élus en qualité de représentants du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration du CCAS pour la liste Auriol Ensemble Anne-Marie Rességuier, Régine Retor, Christine Henry, Christelle Ben, Denis Brunet, et pour la liste Agir pour Auriol, Laurence Albana. Nous passons maintenant au rapport numéro 9, l'approbation des droits de place et d'occupation du domaine public. Monsieur Alouche. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit de présenter à nouveau cette délibération afin de corriger certains tarifs liés à l'occupation privative et temporaire du domaine public et est assujetti au paiement d'une redevance. En effet, il s'agit de procéder à des ajustements concernant, entre autres, le boulodrome, la salle publique, le château Saint-Pierre, notamment en termes de tarifs de prestations et certains tarifs à la baisse, comme le forfait éclairage gaz en cas de commerce sédentaire. Ainsi, cette délibération propose, pour une meilleure lisibilité, de regrouper et d'actualiser sur une seule et même grille tous les tarifs qui ont été déjà délibérés lors de conseils municipaux. Ainsi, je vous propose d'approuver les tarifs de droit de place et d'occupation de domaine public communal applicables au 1er mars 2025, d'abroger la délibération numéro 2024-170 du 16 décembre 2024 à compter du 1er mars 2025. Des questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Le rapport numéro 10, c'est l'approbation d'une charte de soutien à l'activité économique. Et de nouveau, monsieur Alouche. Oui, donc la commune a signé une charte de soutien à l'activité économique avec la Chambre des métiers et de l'artisanat qui se décline en 4 axes principaux. Promouvoir le caractère indispensable du service de proximité avec un label consommé local, consommé artisanal, maintenir et renforcer l'activité artisanale, favoriser le renouvellement des entreprises artisanales, soutenir la politique volontariste de la Chambre des métiers et de l'artisanat région PACA, afin de valoriser les artisans du territoire communal et d'inciter les usagers à la démarche de consommation locale. Dans le cadre d'accompagnement, la CMAR PACA fournit notamment la campagne au format numérique pour les mairies, les artisans et les commerçants et les entreprises du territoire puissent la déployer sur un support de communication respectif, comme magazine, etc. Ainsi, je vous propose d'approuver la charte de soutien à l'activité économique de proximité annexée au présent rapport et d'autoriser Madame le maire à signer la charte et tout document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des interventions? Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 11 est la création d'un comité consultatif pour la désimperméabilisation et la renaturation des cours d'école. Et je donne la parole à Madame Monnier. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Il s'agit de créer un comité consultatif désimperméabilisation et renaturation des cours d'école, ayant pour mission d'accompagner la réflexion, de formuler des propositions et de suivre l'avancée du projet. Ce comité permettra d'associer pleinement les différents acteurs scolaires, les élus, de représenter chaque groupe scolaire concerné pour collaborer à sa réalisation. Le comité sera composé de la manière suivante. Un président, issu du conseil municipal désigné par Madame le maire, 4 membres élus issus de la majorité titulaire et 4 suppléants, un membre élu de l'opposition titulaire et un membre de l'opposition suppléant, 24 membres représentant les différents groupes scolaires proposés par Madame le maire, tout autre membre dont l'expertise pourrait être utile à la réflexion du comité. La commune sera accompagnée dans sa démarche volontaire en ayant répondu à un appel à manifestation d'intérêt en lien avec les services de la GEMAPI et de la stratégie climatique de la métropole Aix-Marseille-Provence et bénéficie du financement des études préalables. Le diagnostic va se faire en 4 grandes phases en 2025, avant la réalisation des travaux qui seront portés par la commune de façon échelonnée pour les 4 groupes scolaires et la phase opérationnelle.
Première étape, la mobilisation des parties prenantes avec des réunions à venir avec les membres du comité notamment. Deuxième étape, un diagnostic croisé et partagé. Troisième étape, les scénarios et ateliers de concertation. Quatrième étape, la validation des scénarios d'aménagement et la préparation des dossiers de demande de subvention par la commune pour les phases opérationnelles. Par suite, l'ANI accompagnera la commune quant à l'animation et à l'appropriation de la nouvelle cour. Ainsi, je vous propose de créer le comité consultatif désimperméabilisation et renaturation du protocole, chargé de réfléchir au projet de végétalisation et de désimperméabilisation des espaces extérieurs des établissements scolaires et suivre leur mise en œuvre, et d'autre part d'arrêter sa composition comme exposé. Alors, dans un premier temps, je vais soumettre au vote la création de ce comité consultatif, donc qui est pour un vote à l'unanimité. Et dans un second temps, comme le permet la loi, je vous propose de procéder à la désignation des membres de ce comité, ainsi que suit. Donc, président, moi-même. 4 membres titulaires pour la liste Oriol Ensemble, Roger Socia, Nicole Monnier, Laurence Brûlé et Manon Di Maggio. Et pour la liste Agir pour Oriol, Laurence Almana. 4 membres suppléants pour la liste Oriol Ensemble, Jean-Paul Alouche, Anne-Marie Rességuier, Richard Camou et Denis Chara. Et pour la liste Agir pour Oriol, Guy Barbarousse. Ensuite, 24 membres extérieurs, donc des enseignants, des parents d'élèves et le DDEN. Pour l'école Jean Rostand élémentaire, Marine Chollet, Marlène Portaz, Pauline Bonnard, Aurore Maublanc, Juliette First et Bernard Blanc. Pour l'école Jean Rostand maternelle, Corinne Larosin, Sabrina Carpentier, Adeline Guillot, Cédric Kerr, Olivia Vive, Timothée Don. Pour l'école Claire Dauphin élémentaire, Nathalie Ferry, Lydia Lucchini et Marc Benzi. Pour l'école Claire Dauphin maternelle, Élodie Géillon. Pour l'école Louis Aragon élémentaire et maternelle, Jocelyne D'Antoni, Stéphanie Boudab, Julie Tatar et Sylvain Tatar. Pour l'école Jules Ferry élémentaire et maternelle, Florence Boyer, Émilie Balzano, Nathalie Cosette et Mélanie Georget. Est-ce que vous êtes favorable à la désignation de ces membres titulaires et suppléants? Oui. Donc un vote à l'unanimité? Oui. Je vous remercie. Nous avons prévu la première réunion le 3 mars. Vous allez recevoir demain matin une convocation. Je ne pouvais pas la envoyer avant, bien sûr, avant la constitution de cette instance. Le rapport numéro 12 est l'approbation d'une convention d'échange de données avec la Caisse d'allocation familiale. Je donne de nouveau la parole à Madame Monnier. Il s'agit d'approuver la convention d'échange de données avec la Caisse d'allocation familiale pour une durée maximale de 3 ans à compter de sa signature. En effet, il s'agit pour la commune d'une mise à disposition des données de la CAF concernant les allocataires de son territoire à usage interne dans le cadre du recensement des enfants soumis à obligation scolaire. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 13 est l'approbation de la convention de partage de repas à titre onéreux à la Maison du Légionnaire. Et donc l'autorisation à donner pour sa signature. Donc je donne la parole à Madame Rotor. Merci Madame le maire. Bonsoir à vous tous. Compte tenu des travaux de remise à niveau de la cuisine de la Maison du Légionnaire, il s'agit de soumettre au conseil municipal une convention de partenariat pour la fourniture de repas du midi, produit par notre cuisine centrale au profit de ses pensionnaires, pour une durée limitée de la période de travaux du 24 février au 28 février, au prix de 7 € par personne et par repas. La Maison du Légionnaire est en mesure d'assurer les repas du soir ainsi que les petits déjeuners. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention de portage des repas entre la commune et la Maison du Légionnaire, à la demande de cette dernière, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Bon, pour tout vous dire, aujourd'hui, ils avaient salade d'endives, couscous, merguez, boulettes, poulet, fromage Saint-Nectaire fermier et une tarte aux pommes maison.
On a, comme les travaux démarrés aujourd'hui, on a quand même accepté de démarrer aujourd'hui les box, sinon les laisser sans repas. Et on signe la convention ce soir qu'on envoie directement au contrôle de légalité. Je pense que vous approuverez à l'unanimité cette aide pour nos légionnaires. Vous n'avez pas le choix des travaux, et comme on avait le conseil municipal, on n'allait pas faire un conseil municipal. Juste pour ça, on s'est permis de dire OK, je pensais bien que tout le monde serait d'accord. Le rapport numéro 14 est l'approbation de l'adhésion au groupement de commandes permanent en vue de la passation de marché public. Et je laisse la parole à Madame Esposito. Merci. 57 communes ont fait part de leur volonté d'adhérer au système d'automates d'appel voté le 7 juin 2021. Il s'agit aujourd'hui de renouveler notre adhésion au groupement de commandes pour la mise en place d'un automate d'appel et d'alerte automatisée des populations. En effet, la métropole d'Aix-Marseille-Provence a décidé de constituer un nouveau groupement de commandes ouvert à l'ensemble des communes de l'EPCI, sous réserve de leurs adhésions, afin de mettre en place un système d'alerte automatisé en temps réel dans les communes membres qui en ont fait la demande, l'objectif étant de jouer sur l'effet de masse et de faire baisser les coûts d'installation et d'abonnement. Ce système, je vous le rappelle, permettra d'informer et d'alerter en un minimum de temps tout ou partie de la population des communes adhérentes, ainsi que les membres des cellules de gestion de crise, les agents opérationnels de terrain et tout autre type de groupe figurant dans les bases de données du système d'alerte. Ainsi, je vous propose d'approuver l'adhésion au groupement de commandes permanent en vue de la passation des marchés publics sur la thématique prévention et protection des risques, d'approuver les termes de la convention constitutive jointe, d'accepter la métropole Aix-Marseille-Provence comme coordinateur du groupement et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Un vote pour à l'unanimité pour cette adhésion. Je vous remercie. Le rapport numéro 15 est un appel à projet pour la recherche de candidats pour notre espace test. Et je donne la parole à Claude Pourchier. Bonsoir. Lors du conseil municipal du 25 septembre 2023, le conseil municipal a approuvé le lancement d'un appel à candidature pour obtenir un porteur de projet à l'installation d'une activité agricole dit couvée sur un terrain agricole maîtrisé par la commune à vocation d'espace test. Aujourd'hui, suite au lancement de son projet professionnel durable, le Couvé a mis fin au contrat. Il s'agit de lancer un nouvel appel à candidature pour notre espace test afin d'y conduire une activité maraîchère sur un foncier d'une surface de plus d'1 hectare mise à disposition gratuitement par la commune en lien avec la coopérative Petra Patrimoniale. Ainsi, je vous propose d'approuver l'appel à projet 6 juin qui sera diffusé sur nos supports d'ici quelques jours jusqu'au 16 mars prochain et d'autoriser Madame le maire à lancer la procédure et à procéder à la signature de tout document se raccordant à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet appel à projet? Non. Pas de questions. Un vote pour à l'unanimité? Le rapport numéro 16 est l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention relative à la vente de billets de spectacle et je laisse la parole à Madame Vallée. Donc, il s'agit d'approuver le projet d'avenant à la convention relative à la vente de billets de spectacle avec la société Ticketnet pour faire évoluer la prise en charge de la commission financière appliquée par billets vendus. Alors, pourquoi cet avenant? Eh bien, le rythme de la programmation de spectacle à la Confluence s'intensifiant, la commune est en train de se doter d'une billetterie conforme aux exigences de la montée en puissance de la salle. Nous pourrons désormais, dans quelques semaines, acheter des places directement en ligne sur le site de la Confluence et éditer des billets sur place. Toutefois, nous maintiendrons notre convention avec Ticketnet, car elle donne l'opportunité au public d'acheter des billets dans ses multiples points de vente et d'élargir ainsi le périmètre géographique du public. Cet avenant modifie la prise en charge de ce service, qui sera dorénavant à la charge du client, entre 2 € et 3 € par billet suivant le montant du spectacle. Mais il faut garder à l'esprit qu'en passant par notre billetterie, il n'y aura bien entendu pas de commission. Le but étant donc, vous l'aurez compris, de diriger un maximum de monde vers notre billetterie communale. Je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, d'approuver le projet d'avenant 1 à la Convention et d'autoriser Madame le maire à signer le dit avenant concerné et tous les documents inhérents à cette affaire. Des questions? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité.
Le rapport 17 et l'approbation de la convention de partenariat liée à une programmation d'un concert caritatif. Madame Vallée. Oui, donc là, il s'agit d'approuver une convention de partenariat entre la commune et l'association Solidarité Ukraine-Oriol PAE en vue de l'organisation d'un concert caritatif à l'espace de la Confluence. Non, mais prends celui de... On n'a plus de batterie. Donc je reprends. Il s'agit d'approuver une convention de partenariat entre la commune et l'association Solidarité Ukraine-Oriol PAE en vue de l'organisation d'un concert caritatif à l'espace de la Confluence le samedi 24 mai 2025. Le concert sera assuré par l'ensemble vocal Divine Gospel et les bénéfices de la recette seront versés en faveur d'actions d'aide à l'Ukraine. Ainsi, je vous propose d'approuver le projet de convention annexé au présent rapport et d'autoriser Mme le maire à signer la dite convention et tout document inhérent à cette affaire. Un avis favorable? Oui. Pour ce concert caritatif. Alors ensuite, le rapport du NEM 18, c'est la dénomination d'une aire de jeu d'enfants au cours du 4 septembre. Il est proposé de donner à cette aire de jeu le nom de Victoria, une petite oriolaise dont la joie de vivre et la force ont profondément marqué notre commune. Victoria, née le 26 mars 2015, était une enfant pétillante, passionnée par l'école, la danse, l'équitation et les jeux avec son petit frère Marius. Son sourire illuminait le quotidien de ceux qui l'entouraient. En octobre 2022, un diagnostic cruel bouleverse son destin. Un gliome infiltrant du tronc cérébral, une tumeur rare et incurable. Face à l'épreuve, sa famille s'est battue pour lui offrir les plus beaux souvenirs possibles, mais aussi pour sensibiliser et mobiliser autour de la recherche sur le cancer pédiatrique, à travers la création de l'association Les Rêves de Victoria. Un véritable élan de solidarité s'est formé autour de la famille, apportant soutien et réconfort face à cette épreuve difficile. Malgré la maladie, Victoria est restée une enfant débordante d'amour, de courage et d'énergie, vivant chaque instant avec intensité. Elle adorait jouer dans ce parc où résonnent encore les éclats de rire qui la caractérisaient tant. Lui donner son nom est une évidence. Cet espace de joie et de partage perpétuera son souvenir et son esprit. Le 26 mars, jour où elle aurait fêté ses 10 ans, nous inaugurerons cette aire de jeu à son nom pour que dans le rire des enfants, Victoria continue de vivre parmi nous. Est-ce qu'il y a des interventions? Un vote à l'unanimité, j'imagine. Je vous remercie. Ensuite, nous passons au rapport numéro 19, qui est la dénomination d'un bâtiment communal donc de la Cité de la Jeunesse. Donc, il est proposé de donner à ce bâtiment le nom de Jean-Jacques Pourchier. Jean-Jacques Pourchier est né le 14 juillet, une figure emblématique d'Oriol qui a marqué nos vies par son courage, son dévouement et sa force de caractère. Dès son plus jeune âge, il a incarné ses valeurs, aidant son père dans les champs. Il grandit au contact de la terre avec le sens du travail bien fait, de l'honnêteté et de la simplicité. En 1981, il devient sapeur-pompier volontaire au centre de secours d'Oriol. Pas encore majeur, il se lance corps et âme dans cette noble mission, toujours prêt à se dépasser pour protéger les autres. Il devient rapidement chef de corps, en qualité de sous-lieutenant, tout en étant agent communal. Au fil des années, il gravit les échelons avant d'être transféré au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Et de 2000 à 2013, il va continuer à diriger notre centre de secours avec passion et vigueur. C'est un homme investi dans sa ville et aussi dans sa communauté. Au cours de son activité au service de la ville, il veille à embellir nos espaces verts avec le même soin qu'il veillait à sauver des vies. La commune souhaite donc rendre hommage à M. Jean-Jacques Pourchier, un homme dont la vie et l'œuvre restent un modèle d'engagement et de générosité au sein de la communauté d'Oriol, en donnant son nom à la Cité de la Jeunesse. Ainsi, je vous propose de dénommer en hommage à M. Jean-Jacques Pourchier le bâtiment communal précité, le centre de formation Jean-Jacques Pourchier. Est-ce qu'il y a une intervention? Non. Un avis favorable? Oui. À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 20 est un avis conforme du Conseil municipal sur la création d'un établissement d'accueil du jeune enfant et je donne la parole à Madame Henry.
Merci. Bonsoir à tous. À compter du 1er janvier 2025, les communes deviennent autorités organisatrices d'accueil du jeune enfant. Cela implique de nouvelles obligations. Il s'agit principalement de recenser les besoins des enfants de moins de 3 ans et de leurs familles et les services qui répondent à ce besoin. Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans, ainsi que les futurs parents. Et établir un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'accueil du jeune enfant. Soutenir la qualité du mode d'accueil. Dans ce cadre, la société Les Petits Spationautes LPS a le projet d'ouvrir une microcrèche sur la commune d'une capacité d'accueil de 12 berceaux. Ce projet répond aux conditions attendues d'un tel projet. Ainsi, je vous propose de donner un avis favorable à la création d'un établissement d'accueil du jeune enfant, en l'espèce d'une microcrèche dénommée Les Petits Spationautes, LPS Oriol, au 5 avenue de la Vanne à Oriol. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Qui est pour? À l'unanimité. Vous avez posé une question orale par mail, je vais la lire. Nous avons été interpellés par de nombreux Oriolais sur la forte augmentation du mètre cube d'eau potable pour la facture de février 2025 émise par la SOR, délégataire de service public de l'eau sur la commune d'Oriol. Pouvez-vous nous en donner les raisons? Alors je vais vous répondre. Tout d'abord, oui, évidemment, nous sommes tout à fait conscients de la situation, au même titre que vous, j'avais envie de dire, parce que vous êtes informés en même temps que nous des rapports qui sont votés à la métropole. Les raisons de l'augmentation du prix de l'eau ont été expliquées lors du conseil municipal de novembre 2024, et je rappelle aussi que par souci de transparence, c'est très important pour nous, tous nos conseils municipaux sont diffusés en direct. Je reçois également les Oriolais qui le souhaitent tous les lundis après-midi avec le dispositif Allô Madame le maire. On peut aussi me joindre par téléphone. En revanche, je le précise aussi, c'est important, je ne réponds pas aux courriers anonymes et autres invectives qui sont des invectives stériles. Il est plus souvent facile d'avancer masqué sur des réseaux sociaux avec des profils anonymes ou d'alimenter la polémique plutôt que de venir me rencontrer en mairie pour me poser des questions et de chercher l'information à la source. Ça, c'est une petite parenthèse que je tenais à faire. Nous comprenons parfaitement les préoccupations des Oriolais face à l'augmentation du prix de l'eau potable. C'est un sujet essentiel qui touche directement le quotidien de chacun. C'est pourquoi je tiens à rappeler ici les raisons de cette hausse et les actions qui ont été engagées pour garantir un service de qualité et surtout un approvisionnement pérenne. Tout d'abord, cette augmentation est directement liée à la raréfaction de notre ressource locale en eau. Historiquement, vous le savez, Oriol était alimenté en grande partie par la source du Clos, puis par le forage de Vède. Mais celle-ci, cette source du Clos, s'épuise progressivement. Il est donc indispensable de compenser ce déficit en ayant davantage recours à l'eau du canal de Provence. Vous savez que nous avons le recours du canal de Provence, qui puise son approvisionnement dans le Verdon et pas dans le canal de Sauveclare, comme j'ai pu le lire, parce qu'il n'y a pas de canal de Sauveclare. Si cette ressource est plus fiable et garantit une qualité constante, son approvisionnement est payant, contrairement à l'eau de la source du Clos qui était gratuite. Et donc, ça impacte inévitablement le prix de l'eau pour les usagers. Par ailleurs, une station de traitement a dû être installée afin de rendre potable l'eau du canal de Provence. Ces investissements, qui étaient absolument nécessaires pour garantir une eau conforme aux normes sanitaires, ont contribué aussi à l'augmentation des tarifs. Nous avions tous été informés de cette hausse lors du conseil municipal du mois de novembre 2024 à travers la présentation du rapport annuel 2023 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement
qui avait été établie par la métropole. Vous avez aussi été informé d'une convention pour 2024 qui actait aussi les augmentations de ces tarifs. Je le répète, principalement dû aux achats d'eau supplémentaires auprès de la Société du Canal de Provence et aux coûts de traitement nécessaires. En complément de ça, des investissements majeurs ont été réalisés pour sécuriser l'approvisionnement. L'entretien du forage de la Vède, essentiel pour maintenir l'alimentation en eau potable. La rénovation du réseau, et vous l'avez dénoncé vous-même, dont certaines portions étaient vieillissantes, notamment sur le pont de la République et sur le pont de la Balle. L'étude et la mise en place de nouvelles interconnexions pour garantir une pression suffisante et éviter les pénuries, comme nous avons pu en connaître en 2021. Il est important de préciser qu'Oriol dépend d'une compétence métropolitaine en matière d'eau potable. Et bien qu'étant maire, je ne suis pas décisionnaire sur les tarifs. Malgré cela, je me suis rapprochée de la SOR pour qu'elle mette en place des mesures d'étalement des paiements, et ceci gratuitement, alors qu'au départ, il avait été annoncé aux usagers qu'il fallait qu'ils contribuent à hauteur de 20 €. Et la SOR a accepté ces étalements de paiement à titre gratuit. Donc j'invite les usagers qui nous écoutent, les usagers en difficulté, à se rapprocher du délégataire, donc de la SOR, pour en bénéficier. Je rappelle également que c'est la précédente équipe dont vous faites partie, la précédente équipe municipale, qui a choisi la SOR comme délégataire du service public de l'eau sur notre commune, et que ce contrat court jusqu'au 31 décembre 2026. Il est essentiel de comprendre que cette hausse repose sur une cause réelle et sérieuse. Il s'agissait tout simplement d'éviter une interruption de service. L'approvisionnement en eau est un enjeu vital, et sans ces mesures, nous aurions pu être confrontés à des restrictions sévères, voire à un arrêt total de la distribution d'eau dans certaines zones. La métropole mène un travail conséquent dans le cadre du schéma directeur de l'eau pour anticiper les futurs besoins et garantir un service stable et durable. Et parmi ces actions qui ont été engagées par la métropole, la mise en place d'une interconnexion avec Roquevert et l'usine de traitement d'eau du Maltrais, afin d'assurer cette continuité de l'approvisionnement et d'éviter des coupures d'eau en cas de problème sur une ressource ou sur une autre. La réflexion progressive des conduites pour limiter les pertes en eau et améliorer le rendement du réseau qui est actuellement, et vous l'avez dit, de 74%, ce qui reste insuffisant. Enfin, je tiens à remercier les équipes de la SOR qui font preuve de réactivité. Nous les appelons, ils sont là dès notre appel. Ils sont aux côtés de la commune dès qu'un problème survient. Et je remercie également la métropole pour les investissements qu'elle engage, car assurer à tous une eau de qualité en quantité suffisante et avec une pression adaptée reste une priorité absolue pour la métropole. Soyez assurés que nous continuons de suivre ce dossier de près et que nous défendrons toujours les intérêts des Oriolais pour garantir un accès durable à une eau potable de qualité, tout en cherchant à limiter l'impact financier sur les usagers. Je vous remercie de votre attention. Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations découlant de l'article L2122-22 de ce même code. Délégation qui a été fixée dans la délibération 113 en date du 14 novembre 2022. L'Assemblée délibérante vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 10 décembre 2024, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Je remercie le service des assemblées, l'ensemble des services municipaux qui ont participé à cette préparation de l'orientation budgétaire, évidemment le service finance. Et je vous informe que le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le lundi 31 mars. Tout à l'heure, je vous ai dit avril, non, c'est le lundi 31 mars. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce conseil municipal et je lève la séance.